Et donc merci à Marianne Cloutier et Stéphanie Chifflet pour leur organisation, et merci à Jean-François surtout, qui a accepté d'inviter quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en sciences, à peu près rien du tout en art et encore moins en littérature, à un colloque sur l'art, la littérature et la science. Surtout que je lui avais donné pas plus qu'un titre, vous voyez, qui en dit pas grand-chose. Donc merci beaucoup. Et je vais quand même essayer d'être clair et surtout de le rassurer comme moi j'ai pu me rassurer en lisant l'argumentaire du programme et en t'entendant ce matin, puisqu'on a au moins le même constat de base. Donc ça, c'est déjà un bon début, au sens où la nouvelle alliance qui qualifiait la technoscience contemporaine semble aujourd'hui rompue. L'éthique, qui avait pour fonction d'assurer l'organisation et la limitation du développement technologique, semble devenue un simple alibi à l'expansion des startups biotechnologiques. En tout cas, l'épistémologie d'ingénierie, qui assurait la puissance de cette technoscience par un développement de la théorie scientifique dans la mise en pratique même des éléments de la connaissance, s'est mue aujourd'hui en un bricolage peu rigoureux. L'aspect performatif de la technoscience, qui ouvrait la voie, pour les spécialistes de Deleuze, vous retrouverez la distinction entre virtuel et possible dans cette longue et compliquée phrase. Donc l'aspect performatif de la technoscience, qui ouvrait la voie à une extension non projective du réel, l'a finalement conduit à ne retrouver comme réalisation du possible dans l'actuel que le modèle virtuel de son propre fonctionnement. Pour le dire autrement, le modèle technoscientifique a atteint ses propres limites. Il ne retrouve dans sa quête de connaissance que sa propre idéologie, dont parlait Habermas. Ce problème serait assez limité si cette crise du paradigme scientifique n'était pas aussi une crise de notre paradigme culturel. Comme l'avait déjà vu Jacques Ellul en 1954, c'est en effet toute la sphère sociale, politique, culturelle et individuelle qui est enserrée dans un système technicien où la technique est le modèle de tous les processus d'action et de réflexion. Dès lors, quand les réponses techniques aux problèmes techniques ne font plus sens, ainsi qu'en témoigne l'insuffisance actuelle de l'éthique, c'est tout le champ existentiel qui est remis en cause. Constamment renvoyé à des repères techniques qui ne font plus sens, l'homme est alors légitimement perdu dans sa propre quête d'identité. Le risque d'une normalisation telle qu'elle ne laisserait plus de place à la normativité, à la création de nouvelles normes, semble aujourd'hui effectif. Les individus ne se reconnaissent plus dans les modèles d'existence façonnés pour la régulation de la vie de la population. La biopolitique ne parvient plus à produire des individus et se dévoile alors comme une contrainte aliénante. L'inquiétude semble donc avoir gagné sur la mutation, et l'avenir s'écrit ainsi à l'encre de la peur. Alors, si cette situation critique, elle n'en est pas pour autant désespérée, je vous rassure. En tout cas, il est possible, et c'est ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, d'essayer de voir jusqu'où on peut penser autrement cette question pour essayer de trouver des voies d'apaisement et de sortie. Puisque, comme l'a explicité Thomas Kuhn dans son travail sur les révolutions scientifiques, la crise d'un paradigme annonce toujours l'avènement d'un nouveau mode de résolution des énigmes, d'une nouvelle problématisation qui pourrait donner un sens aux innovations qui bousculent le paradigme précédent. C'est ainsi que Blaise Pascal s'est opposé à Étienne Noël sur la question du vide, ce qui a conduit à la remise en cause du paradigme aristotélicien, et c'est aussi pour ça que Pasteur et Pouchet ont mis fin au lamarckisme dans leur polémique sur la génération spontanée. Et donc, notre époque a aussi son débat, c'est un peu le sujet de la journée, c'est celui du post-humain. Et il convient donc de se pencher sur ce débat du post-humain, qui selon moi, mais je pense qu'on sera tous d'accord, magnifie la crise de notre paradigme, et contient donc en principe les linéaments du prochain paradigme. Et puis, comme l'avait explicité la philosophe belge Isabelle Stenger dans le cadre de l'affaire Sokal, c'est toujours sur les champs de bataille idéologiques, dans les guerres des sciences, que le philosophe trouve la voie de la paix. Il y a pourtant une condition, c'est de se situer dans une position qui ne ravive pas les oppositions du débat, mais qui au contraire désamorce les oppositions frontales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout semble opposer les protagonistes du débat post-humaniste. Il y a
Et je le ferai rapidement, puisque je pense que c'est des choses que tout le monde connaît, puisque tout le monde a lu le livre d'Antoine Robitaille. Il y a donc d'abord les biocatastrophistes, dont ceux que Dominique Lecourt nomme les biocatastrophistes, qui voient dans l'arrivée possible d'un nouvel homme nouveau un réel danger pour l'humanité. Ils sont foncièrement technosceptiques. Ils craignent que la technologie ne dessine pour l'homme un avenir inhumain. Ils revendiquent donc la mise en place de garde-fous éthiques pour limiter l'expansion technologique. Ils sont adeptes d'une éthique de la responsabilité, telle que développée par Hans Jonas, on en a parlé juste avant, et plus particulièrement de cette modalité qu'on nomme le principe de précaution, et selon laquelle toute technologie qui comporte le risque pratique, aussi improbable soit-il, de détruire l'humanité ou de mettre en danger la nature humaine, doit être interdite. C'est le très beau bandeau de ce livre, aussi infime soit-il, il y a un risque. Pour ce faire, donc, les biocatastrophistes privilégient toujours le pire effet possible, et déploient une heuristique de la peur. Il faut avoir peur de ce qui peut mettre en danger l'homme authentique qui existe depuis toujours, je cite Jonas, et donc maintenir cette peur pour maintenir le sentiment de responsabilité que l'on a vis-à-vis de l'homme. Et de l'autre côté du débat, il y a les transhumanistes. Donc vous voyez que ça donne envie. Donc de l'autre côté, il y a les transhumanistes. Je vous révélerai la source de cette vidéo plus tard, qui sont essentiellement on peut appeler des techno-optimistes, puisque j'ai suivi le conseil d'Antoine Robitaille et je ne parlerai pas de technoprophètes, puisqu'ils sont beaucoup plus répandus que ça, donc ils sont essentiellement techno-optimistes. Ils croient tous dans le pouvoir de la technique et de la technologie de changer l'homme, d'augmenter ses capacités, ses potentialités, afin de lui faire franchir un nouveau stade de l'humanité. Technophiles, voyant donc dans la technologie un bienfait pour l'homme, ils défendent la liberté d'innovation dans un principe éthique opposé, qui est le principe d'imprécaution, c'est-à-dire qui ne tente rien à rien, ou de proaction, qui vise à apprendre en agissant au lieu de suspendre l'action pour apprendre. Donc, vous voyez qu'il y a deux protagonistes opposés dans ce débat. Mais, malgré leur farouche opposition de surface, et à y regarder de plus près, je pense qu'il y a une voie pour désamorcer la polémique. Car en fait, les transhumanistes et les biocatastrophistes se rejoignent, et c'est Nick Bostrom, le philosophe transhumaniste, qui nous indique cette voie dans un article sur l'histoire de la pensée transhumaniste. Les deux parties se rejoignent autour de l'impératif d'une limitation éthique des avancées technoscientifiques et surtout autour d'une certaine idée de l'homme. Ainsi, Nick Bostrom, à votre droite, oui, serait le lointain cousin d'Erasme. En tout cas, du côté des biocatastrophistes, vous voyez, c'est assez évident. Les technophobes primaires aux catastrophistes éclairés, les technosceptiques pensent, avec Francis Fukuyama, je cite, que la menace la plus grave de la biotechnique contemporaine est bien la possibilité qu'elle altère la nature humaine. Ces bioconservateurs, comme les nomme Nick Bostrom, veulent donc préserver l'intégrité d'une nature humaine, fondement de notre humanité et de nos institutions et de nos valeurs démocratiques. Ils s'inscrivent en ce sens dans la droite lignée de l'humanisme, c'est assez évident de ce côté-là, une pensée qui met au premier plan le développement des qualités essentielles de l'être humain, et ils se revendiquent donc le plus souvent des droits de l'homme et d'une pensée assez kantienne qui serait, selon laquelle un homme ne peut jamais être un moyen, mais doit toujours être une fin. Ils affirment donc une conception humaniste où l'homme peut être qualifié par une dignité issue de sa qualité d'être moral. Ils défendent donc cet homo sapiens, l'homme sage, prudent et raisonnable. Mais de l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué, puisque apparemment les transhumanistes défendent un après-homo sapiens. Leur humanisme n'est pourtant pas si éloigné de leur opposant. Alors même si ils revendiquent dans leur principe de proaction de rejeter toute conception préalable de l'homme pour évaluer les risques à l'aune de la science, ils défendent quand même un humanisme, comme le précise Nick Bostrom dans son article sur l'histoire de la pensée transhumaniste. Puisqu'il dit que le transhumanisme prend racine dans l'humanisme rationnel des Lumières, dont il serait une simple extension. Les transhumanistes croient, comme leurs prédécesseurs, en l'importance de l'être humain, ainsi qu'en celle de l'individu pensant, qu'il est possible d'améliorer les choses en privilégiant la pensée rationnelle, la liberté, la tolérance, etc. Ils se revendiquent d'ailleurs du même corpus. Pic de la Mirandole, Francis Bacon et les Renaissants. Le transhumanisme reprend donc les idées humanistes en insistant seulement sur le rôle de la technologie dans ce devenir de l'homme.
certes, ils voient dans la biologie une source de limitation de notre développement, mais ils défendent pourtant, c'est paru dans Bioethics, le magazine américain en 2005, ils défendent pourtant une morale bioéthique fondée sur une dignité post-humaniste. C'était le titre de l'article de Bostrom. Donc une dignité post-humaine, issue de notre nature humaine d'être perfectible par la raison. Donc si ils ne défendent pas l'homo, ils revendiquent pourtant bien le sapiens, le raisonnable et le prudent. Ainsi, les deux camps fondent en fait leurs arguments sur une même volonté de défense de l'homme et sur un même corpus. On voit Kant, par exemple, est utilisé des deux côtés de la barrière. Simplement, les premiers trouvent dans la nature humaine l'argument d'un certain conservatisme, tandis que les seconds affirment au contraire qu'il est de la nature de l'homme de dépasser sa condition. Mais en fait, et c'est là le point sur lequel je voudrais insister, les deux mouvements tombent finalement dans le panneau de l'humanisme classique, qui conduit à considérer l'homme selon des qualités a priori, et notamment une faculté première qui est la raison. Et on peut admettre qu'ils n'ont pas lu Sartre, Heidegger ou tous les critiques de l'humanisme du XXe siècle. À la limite, on pourrait l'admettre. Et donc qu'ils reproduiraient l'humanisme classique. Le problème, c'est que cet humanisme-là les engage dans une pétition de principe fondamentale. Puisque cette défense commune de l'homme rationnel amène les deux camps à défendre une séparation, si ce n'est ontologique, au moins épistémologique, entre l'imaginaire et le rationnel. Les bioconservateurs voient dans l'imaginaire une source possible de contagion de la rationalité, tandis que les transhumanistes tentent de muter l'incertain imaginaire en critères certains de rationalité, par un processus tout cartésien de rattachement de l'imaginaire à l'histoire passée de l'homme. Ainsi, il y aurait les épistémo-conservateurs d'un côté, qui préservent la rationalité du dangereux imaginaire, et les épistémo-rêveurs, qui pensent un peu naïvement que l'imaginaire peut se muter directement en rationalité. Mais finalement, ils défendent tous deux une position qui les empêche d'utiliser vraiment l'imaginaire du post-humain. Là est la pétition de principe, puisque les protagonistes des protagonistes qui utilisent l'imagination du post-humain pour finalement en nier l'aspect imaginaire. Oubliant la célèbre sentence de Baudelaire selon laquelle, et vous la connaissez, sans l'imagination, toutes les facultés, si solides et si aiguisées qu'elles soient, sont comme si elles n'étaient pas. Alors, autant on se retrouve dans une impasse, autant on en voit la possibilité de s'en sortir. Puisque derrière l'opposition et le débat, on a bien une ligne directrice commune. Alors je vais aller vite parce que je pense que le temps m'est compté et que j'ai encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, on trouve une piste, vous voyez, dans cette opposition de la rationalité et de l'imaginaire, les deux sœurs ennemies, et dans la volonté de rassembler les deux. Et c'est des choses que je pense que les membres de l'Observatoire sur l'imaginaire doivent connaître, donc je vais aller très vite. Mais on sait que dès l'aube de notre modernité, Kant avait déjà mis en lumière le rôle épistémologique et ontologique de l'imagination, comme une faculté première qui conditionne à la fois notre perception et notre identité. Je vous refais rapidement les choses, mais il distingue trois activités imaginaires de l'imagination. La première, c'est une activité reproductrice, qui reproduit les éléments du réel et qui permet à notre perception de synthétiser. Vous voyez, quand vous regardez le paysage, alors vous voyez au début les montagnes, et ensuite la petite maison devant, et en regardant la petite maison, vous vous souvenez des montagnes, et donc l'imagination permet cette synthèse-là en reproduisant des éléments. Il y aurait d'autre part, et c'est la deuxième activité de l'imagination que Kant a mis en lumière, l'imagination productrice. C'est-à-dire qu'au-delà de synthétiser notre perception, elle en organise déjà la possibilité. Vous voyez, ce sont ces lunettes à travers lesquelles on voit forcément le monde. L'imagination est déjà une paire de lunettes à travers lesquelles on voit forcément le monde, puisqu'elle organise, elle nous offre, et elle produit des schèmes nécessaires à l'application de nos catégories, à l'application des catégories de l'entendement au divers qui nous est donné empiriquement. Je vous passe sur les précisions kantiennes du lexique kantien. En tout cas, et c'est ce qui nous importe, ces schèmes, donc ces lunettes que nous offre l'imagination, sont le biais par lequel on construit notre identité. Puisque le sujet ne pourrait pas donner sens à ce qu'il voit, à ce qu'il perçoit, au monde autour de lui, sans cette imagination et les cadres qui lui sont offerts. L'imagination est bien la condition de possibilité de l'existence d'un sujet qui dit « moi », qui dit « je », et donc de la connaissance objective.
Elle est en ce sens le pilier de notre ontologie et de notre gnoséologie, notre théorie de la connaissance, puisqu'elle est le lieu d'unification sensible et significative du divers empirique. Mais elle joue, et c'est là ce qui nous intéresse, un troisième rôle. Et un rôle qui est proprement épistémologique. Elle a une activité de création, donc non plus seulement reproductive ou productive, mais créative. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de produire des fictions par l'organisation, selon des formes inédites, d'éléments qu'elle a empruntés au réel. En inventant ainsi des symboles, l'imagination ouvre la voie à une anticipation de l'avenir qui permet aux savants, face à un phénomène nouveau, de produire des nouvelles hypothèses qui sont sans lien avec le paradigme dans lequel ils sont. Vous voyez bien le rôle de l'imagination dans le renouvellement du paradigme. Comme le résume mon collègue, d'ailleurs, nancéen Christophe Bourriaud, notre juste appréhension du réel progresse grâce à l'imagination qui, par ses audaces, par sa capacité de sortir des chemins habituels de pensée, nous fait découvrir de nouveaux rapports entre les phénomènes. Les fictions imaginaires ont toujours permis le renouvellement de nos connaissances, le dépassement des polémiques scientifiques et les changements de paradigme. C'est l'exemple de l'expérience du Puy de Dôme, qui a été menée par Pascal, en tout cas qui a été inventée par Pascal sur la base de la théorie de Torricelli, et il a demandé ensuite à Perrier de la réaliser pour vérifier sa nouvelle théorie du vide qui contrait le vide aristotélicien. On peut penser aussi au Flatland de Edwin Abbott, qui est ce roman d'anticipation sur un monde mathématique plat. Vous voyez, en tout cas, la fiction imaginaire a toujours servi à transgresser les paradigmes. Et il me semble que ces trois activités d'imagination peuvent nous permettre d'appréhender l'imaginaire du post-humain d'une nouvelle manière. Il faut évidemment prendre pour ça des précautions, que je passe très rapidement parce que je préfère aller plus loin vers la fin de ce qui m'intéresse. Mais vous vous souvenez de ce personnage, une photo un peu jeune, mais c'est Bachelard. Il faut donc prendre des précautions de méthode, c'est-à-dire passer d'abord l'imagination sur le divan de la psychanalyse bachelardienne, puisque si on comprend les figures par la transfiguration, il ne suffit pas de décrire l'imaginaire, mais il faut aussi produire une critique pour mesurer ce qui peut être utilisable dans le réel et ce qui reste dans l'imaginaire. Je vous passe, c'est des choses que vous savez, j'imagine, donc je vous passe très rapidement. En tout cas, il y a un travail à la fois critique et qu'on peut dire thérapeutique d'extraction de l'imaginaire du post-humain, du rêve qui y est contenu. L'idée est bien d'aller chercher dans l'imaginaire le rêve, de l'en sortir pour voir ce qu'on peut en faire dans le réel. Alors évidemment, c'est un programme de recherche en soi, qu'on pourrait réaliser sur les 10 prochaines années. Donc je vais me contenter ici d'esquisser quelques lignes, mais qui vont peut-être nous mener à quelque chose. Et donc je repartirai des trois catégories, des trois activités de l'imagination qu'on a vues avec Kant, pour essayer de produire une critique analytique de l'imaginaire du post-humain et dégager des pistes de construction d'un nouveau paradigme. Puisque, en reprenant l'imaginaire du post-humain à l'aune de ces trois activités, on en découvre une image nouvelle, libérée du rêve et utilisable pour penser la science. La première évidence à être mise en question est que l'image du nouvel homme nouveau, cette image du post-humain, n'est pas le produit de l'imaginaire, il est le reproduit. Vous voyez, cette première catégorie, cette première activité. L'image de ce nouvel homme est le résultat de la synthèse perceptive opérée par l'imagination reproductrice. C'est-à-dire qu'à partir de toutes les avancées et les innovations scientifiques qui se réalisent à gauche à droite, nous imaginons la venue d'un nouvel être dont les propriétés fondamentales dépassent celles des humains actuels, c'est la définition de l'association transhumaniste. Alors même que les pratiques et les discours effectifs ne font qu'esquisser cette figure-là. Donc on est bien dans la reproduction et pas dans la production. Et ce constat-là, ce premier constat, nous invite donc à entrevoir ce qui est vraiment le produit de l'imaginaire. Qu'est-ce que produit l'imaginaire du post-humain si ce n'est pas l'image d'un nouvel homme? Et si on suit Kant, dans ce qu'on a vu avant, ce qui est produit par l'imaginaire du post-humain, ce sont les conditions de possibilité de cette nouvelle image de l'homme. Ce que l'imaginaire produit, ce sont les modalités nouvelles d'application de nos catégories à nos représentations. Autrement dit, la véritable production de l'imaginaire post-humaniste sont les modalités à partir desquelles il est possible et souhaitable d'interroger l'homme et son avenir. Ce sont des repères nouveaux, des schèmes qui vont déterminer la construction de notre identité, de notre devenir sujet. Ce qui doit attirer l'attention de notre pensée rationnelle dans l'imaginaire du post-humain, c'est la question identitaire, la question du sujet, comme l'avait déjà vu le philosophe Jean-Luc Nancy,
dans le récit de sa première hybridation. Donc il s'est fait greffer un cœur, et il raconte, dans un livre qui s'appelle L'Intrus, le processus d'hybridation. Ce qu'il reçoit au début comme un intrus, il va finalement l'accepter comme une part de lui-même. Bref, il raconte cette hybridation. Et il commence le livre par cette citation. « J'ai. Qui je ?» C'est précisément la question, la vieille question. Quel est ce sujet de l'énonciation, toujours étranger au sujet de son énoncé, dont il est forcément l'intrus, et pourtant forcément le moteur, l'embrayeur ou le cœur. J'ai donc reçu le cœur d'un autre, il y a bientôt une dizaine d'années. Comment me penser sujet de mes actions, alors qu'un autre, un bout de corps ou un bout de métal, me permet ces mêmes actions? Qui est l'auteur de mes actions, alors que je suis déjà un cyborg prothésé ou un hybride greffé? Qui lance la balle dans le film qu'on a vu? Est-ce que c'est le bras robot? Est-ce que c'est la personne qui lance? Tel est le questionnement inhérent au rêve posthumaniste, le sens problématique caché derrière l'image. Et ainsi, derrière cette célèbre photo de Stellark, on peut bien sûr rêver à notre devenir cyborg, mais moi ce qui m'interroge à l'aune de cette analyse, c'est plutôt qui écrit évolution? Qui est l'auteur du mot évolution? Dans quelle mesure l'interface technologique intervient-elle dans notre statut d'auteur, et donc dans la constitution de notre identité de sujet? C'est, semble-t-il, toute la question posée par le transhumanisme comme imaginaire productif et le cadre dans lequel il peut, comme activité créatrice, engendrer une fiction heuristique, une fiction qui permette d'envisager autrement la résolution des énigmes. Car c'est bien le troisième activité de l'imagination que de résoudre les crises de paradigme. Et cette fiction d'un sujet, plus totalement auteur de ses actes, mais néanmoins encore un petit peu, a été mis en lumière par Edmond Couchot dans son travail sur les arts numériques et biotechnologiques. En constatant que l'interface technologique avait changé le monde de l'art, le théoricien constata dès 1998 l'impact de cette mutation sur le statut du sujet. Car si l'artiste peut, à l'aide de la technologie, démultiplier sa puissance d'action et de création, le sujet on, ce que Couchot appelle le sujet on, cette possibilité modifie son sujet-je, ce qu'il est vraiment, ce qu'il est en tant que sujet. L'art, à l'heure de la technoscience, dessinerait donc ainsi une nouvelle figure de la subjectivité, ce que Couchot nomme un sujet interfacé, qui, je cite, résulterait de cette possibilité d'action à la frontière que permet le réseau, où l'on peut de l'intérieur imaginer ce qu'est l'extérieur, et de l'extérieur penser l'intérieur. Cette fiction heuristique, qui peut nous aider à penser, d'un sujet dont l'identité n'est plus assurée par la souveraineté de sa raison, mais dispersée, démultipliée au contact des interfaces et des objets de connaissance, cette subjectivité fractale, organisant son rapport au monde par le biais de connexions multiples, cette fiction donc-là, d'un sujet altéré par le rapport constant et diversifié à l'autre, qu'il soit technologique, imagique ou humain, cette fiction d'un sujet désorganisé par autrui, mais pas pour autant aliéné, est, semble-t-il, la création et la fiction qui va nous aider à changer de paradigme. Il y a un processus identitaire de l'ordre de l'aliénarisation, c'est Derrick de Kerckhoff qui utilise ce mot-là, c'est-à-dire que le sujet peut aujourd'hui revêtir à sa guise des identités multiples. C'est le sujet interfacé. Il ne se tient plus à distance de l'image, dans le face-à-face dramatique de la représentation, il y plonge, il se défocalise, se translocalise, s'expanse ou se condense, se projette d'orbite en orbite, navigue dans un labyrinthe de bifurcation, de croisement, de contact, à travers la paroi osmotique des interfaces et les mailles sans frontières des interréseaux. Le sujet interfacé est désormais plus trajet que sujet. Et c'est pour valider cette fiction heuristique qu'une philosophe espagnole, qui s'appelle Béatrice Preciado, a imaginé en 2005 une expérimentation, tout comme Pascal avait imaginé l'expérimentation du Puy-de-Dôme pour vérifier le vide. Donc elle a imaginé une expérimentation intéressante en 2005, puisque afin de déconstruire son genre et de se créer une identité genrée singulière, elle s'est appliquée sur le corps, pendant 236 jours, un gel de testostérone. Elle est donc devenue testo-junkie, vous voyez, c'est le titre de son livre, et elle a fait ainsi l'expérience d'une normativité identitaire, de la création de nouvelles normes identitaires, en se transformant, selon ses propres mots, en un hybride pharmacotechnologique. Or, cette expérimentation, qui a pris la forme d'une autopoïèse sans auteur, l'a conduit à conclure à cette même dispersion du sujet que Couchot avait mis en lumière. Elle avoue ne pas être l'auteur du livre, du récit Testo Junkie,
bien qu'elle en soit l'actrice, qu'il soit écrit de ses mains, à la première personne, qu'il relate des expériences très très intimes, hein, et des vécus très personnels. Je vous invite à lire le livre. Mais en tout cas, elle n'en est pas l'auteur, hein, c'est ce qu'elle nous dit dès le départ. Ce livre n'est pas une autofiction. Il s'agit d'un protocole d'intoxication volontaire à base de testostérone synthétique concernant le corps et les affects de BP. Oui, elle est BP, elle n'est pas Béatrice Preciado. Un essai corporel, une fiction, c'est certain. S'il fallait pousser les choses à l'extrême, une fiction autopolitique, une autothéorie. Sont consignées ici aussi bien les micro-mutations physiologiques et politiques provoquées par la testostérone dans le corps de BP que les modifications théoriques et physiques suscitées dans ce corps par la perte, le désir, l'exaltation, l'échec ou le renoncement. Je ne m'intéresse pas à mes émotions en tant que miennes, n'appartenant qu'à moi et uniquement à moi. Je n'étudie pas ici ce qu'il y a d'individuel en elles, mais plutôt ce qui est externe et qui vient les traverser. Ainsi, et je vous avoue que je vais arriver à la conclusion, je vous rassure, on va pouvoir aller manger, la forme même du récit de Preciado, parce que quand vous lisez le livre, ça mélange donc des récits personnels, donc vous avez des chapitres de récits personnels, des chapitres où elle raconte son expérimentation à la testostérone, puis des chapitres très théoriques sur la critique foucaldienne de l'Empire chez Negri, ou le post-féminisme butlerien, voilà, des choses très, très techniques comme ça, et voilà, une espèce de puzzle comme ça du livre. Donc la forme du récit, ainsi que son contenu, nous guide sur la voie de notre nouveau paradigme, dont je vous ai promis quelque chose au début, et de son épistémologie. Au croisement donc du sujet de l'énonciation, qui ne se reconnaît plus dans les critères classiques de son identité, hein, que sont la raison, la souveraineté, la mêmeté, le fait d'être toujours le même, l'immanence ou la préexistence, et au croisement de cet énoncé qui s'émancipe des catégories de fiction, de réflexion, de récit autobiographique, de critique ou de commentaire, au croisement de ces deux formes transgressives, l'épistémologie elle aussi se transforme. Car si le jeu, J-E, grammatical, s'efface dans un jeu, J-E-U, de langage du sujet avec sa vérité, un jeu où l'identité du sujet comme de l'objet de l'énoncé est toujours déjà collective et partagée, en interface, bien que singulière, jamais donnée a priori mais se dévoilant toujours a posteriori dans le cours même de ce trajet qui définit son identité, alors l'épistémologie en question ne peut plus être disciplinaire. Elle ne peut plus travailler à partir de champs prédéfinis, mais doit au contraire s'attarder sur les objets qui, au croisement de plusieurs disciplines, voient le jour dans le mouvement même d'analyse de leur domaine d'application. C'est dans un tel cadre seulement que les linéaments du nouveau paradigme, que sont l'enrichissement par la science des arts et des lettres, on a pu constater, donc que ces linéaments-là pourront faire émerger le nouveau mode de représentation où ce sera la rationalité scientifique qui sera à son tour enrichie par l'imaginaire artistique et littéraire. Ainsi, nous pourrons envisager la sortie de l'impasse dans laquelle se trouve la technoscience et remplacer le cercle vicieux de la performativité par un cercle vertueux. Il faut pour cela que la science accepte les conséquences du transhumanisme qu'elle permet, qu'elle poursuive en dehors du rêve l'imaginaire post-humaniste qu'elle dessine, car même si aujourd'hui la déclaration transhumaniste est un texte sans auteur, assumant la dispersion et la multitude du sujet énonciateur, le mouvement qu'elle représente n'a pas encore accepté cet état de fait inhérent à sa croyance. Pensant le transhumanisme comme une transition, il reste dans la pétition de principe et dans l'impasse, prenant la reproduction de l'imagination pour sa production et pour sa création, le rêve pour une fiction heuristique. Or, et c'est ce que nous avons essayé de montrer aujourd'hui, l'essentiel, et vous voyez qu'il va se passer quelque chose avec le titre, l'essentielle caractéristique du transhumanisme scientifique est, comme l'indique d'ailleurs l'étymologie de son préfixe trans, une transgression identitaire. Transgression tant ontologique que gnoséologique, qui induit donc une épistémologie transgressive, où du coup les distinctions entre art, science, littérature s'effacent au profit de champs d'expérience hybrides, et qui me permettent du coup, en tant que philosophe qui ne connaît ni rien aux trois temps, d'en parler. Ainsi seulement, dans ces espaces autres, dans ces hétérotopies épistémologiques, où s'essayent, au moyen de nouvelles modalités d'écriture, de nouvelles modalités de connaissance et de nouvelles modalités de création,
s'essayent donc de nouvelles identités disciplinaires, pourra advenir cet objet essentiellement interdiscursif qu'est le post-humain. Car si l'homme moderne, comme objet et sujet du savoir, a vu sa figure s'effacer comme à la limite de la mer un visage de sable, selon la très belle expression foucaldienne, le nouvel homme nouveau ne peut donc ressurgir des flots qu'au moyen d'un envahissement total des continents par la mer, autrement dit, et étymologiquement, une transgression. Il serait donc temps de suivre le conseil deleuzien, le conseil que nous donne Deleuze dans son opuscule sur les sociétés de contrôle, et de nous mettre au surf, puisque la déferlante qui va arriver et que produit ce langage réduit à son être même par la disparition du sujet grammatical et des catégories discursives, seule la glisse sur la crête des mots pourra permettre de dessiner la trajectoire nécessaire à la constitution de notre identité post-humaniste. Je vous remercie.